famine dans le pays, et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine sévissait sur le pays. Or, au moment d'atteindre l'Égypte, il dit à sa femme Saraï, « Vois, je sais bien que tu es une femme belle à voir. Alors quand les Égyptiens te verront et diront, « C'est sa femme », ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, pour que l'on me traite bien à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. » De fait, quand Abram atteignit l'Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était fort belle. Des officiers du Pharaon la regardèrent, chantèrent ses louanges au Pharaon, et cette femme fut prise pour sa maison. À cause d'elle, on traita bien Abram, qui reçut petit et gros bétail, ânes, esclaves et servantes, ânesses et chameaux. Mais le Seigneur infligea de grands maux au Pharaon et à sa maison à cause de Saraï, la femme d'Abram. Le Pharaon convoqua Abram pour lui dire « Que m'as-tu fait là? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi m'as-tu dit « C'est ma sœur » et je me la suis attribuée pour femme? Maintenant, voici ta femme, reprends-la et va-t'en. » Le Pharaon ordonna à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Et Abram monta d'Égypte au Néguev, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Le chapitre 12 de la Genèse est un chapitre qu'on connaît bien, surtout pour le début, où on nous raconte l'histoire de la vocation d'Abraham qui reçoit l'appel du Seigneur et qui va partir, laisser son pays pour aller là où Dieu l'emmènera. Mais il y a une suite à ce chapitre 12 qu'on connaît moins, qui est celle qu'on vient d'entendre, cette aventure un peu folle en Égypte d'Abraham qui emmène Sarah et qui l'échange comme une sorte de corps diplomatique pour préserver sa vie en exposant celle de sa femme qu'il veut faire passer pour sa sœur. Bien difficile donc pour un lecteur d'y trouver un enseignement éthique, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à trouver dans cette histoire. Alors on a donc ce moment du début, du verset 10, il y eut une famine dans le pays, et donc Abraham va descendre en Égypte pour y séjourner. Alors un début qui indique donc le manque, le danger à la fois de la famine et puis danger de descendre dans ce pays inconnu, alors qu'Abraham venait de enfin arriver dans ce pays que Dieu lui avait promis. Mais à peine arrivé, à peine il faut repartir vers cette Égypte qui semble un pays plutôt difficile, dangereux, une image qu'on a dans certains récits ailleurs dans l'Ancien Testament, mais pas toujours. En tout cas ici, donc, ce pays connoté négativement, mais on ne va pas y rester, et à la fin de ce récit, on a le retour, puisque Abraham monte d'Égypte, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait, donc une montée qui va permettre de revenir plus riche qu'avant et de revenir ensemble, ce qui n'était pas évident au départ. Alors, entre-temps, il s'est passé un certain nombre de confrontations, des confrontations qui commencent par les yeux. Il s'agit de voir une femme belle à voir, que verront les Égyptiens. Et puis, ces Égyptiens qui la regardent, eh bien, ils vont la prendre dans la maison de Pharaon. Un regard d'ailleurs sur lequel on peut s'interroger, puisque Sarah est censée, dans la chronologie des récits tels qu'on nous le présente, avoir au moins 60 ans. Toujours est-il qu'elle est emmenée chez Pharaon. Et en plus de ce regard, on a des paroles. Et si on regarde comment est construit chacun des petits épisodes, d'abord entre Abraham et Sarah, et puis ensuite entre Abraham et les officiers, et puis ensuite entre Pharaon et Abraham, on s'aperçoit qu'il s'agit toujours d'une parole du plus fort vers le plus faible, et que le plus faible n'a jamais en fait le droit de réponse. Sarah ne répond rien à Abraham quand il lui dit « Dis que tu es ma sœur pour qu'on me traite bien à cause de toi ». Abraham ne répond rien aux Égyptiens et aux officiers de Pharaon quand ils prennent Sarah pour la maison de Pharaon. Et le Pharaon, lorsqu'il convoque Abraham pour lui dire « Que m'as fait-tu là ?», eh bien, il reste avec ces questions puisqu'Abraham ne répond rien non plus
à ces demandes. Un premier moment donc de confrontation entre Abraham et Sarah, dont on ne sait pas d'ailleurs ce qu'il faut penser. On peut imaginer différentes possibilités sur cette histoire entre Sarah et Abraham. Est-ce qu'il s'agit là simplement d'une attitude tout à fait machiste d'Abraham, qui se pose comme le chef du couple et qui décide de la vie et de la mort de sa femme? Est-ce que c'est une attitude de soumission de la part de Sarah, ou bien est-ce que c'est un geste de désespoir de la part d'Abraham qui ne voit pas quelle option prendre et qui pense que Sarah, elle, s'en tirera mieux que lui? Est-ce que c'est un geste de confiance? Est-ce que c'est une idée selon laquelle il pense que finalement il vaut mieux être seul à accomplir la mission que ne pas accomplir la mission du tout? Est-ce que c'est la question de la ruse de ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une bonne moralité qu'on voit triompher ici, ou bien de la part de Sarah, est-ce qu'il s'agit de résignation désespérée, est-ce qu'il s'agit de confiance, est-ce qu'il s'agit d'esprit de sacrifice? On n'en sait rien parce que le texte ne le dit pas. En tout cas, une fois qu'il y a cette première étape de franchie, la deuxième étape va donc consister à emmener Sarah dans le harem, et puis la troisième étape va être que le Seigneur va infliger de grands maux à Pharaon. On a donc ici qui se joue à un deuxième plan, un affrontement direct entre le Seigneur et Pharaon, comme il s'agit pour Abraham et Sarah d'affronter les officiers. Deux plans donc qui vont se conjoindre dans la maison de Pharaon. Et puis, c'est Pharaon qui va en quelque sorte relancer les affaires, parce que c'est lui qui dit voici ta femme, reprends-la et va-t'en. Sarah est donc requalifiée comme femme d'Abraham, et c'est bien de cela qu'il s'agit, qu'Abraham comprenne que la promesse n'est pas pour lui seul, mais aussi pour Sarah, et que les deux ensemble, et non plus l'un contre l'autre, ça n'est pas elle ou moi, comme le disait ou le pensait Abraham au départ, mais c'est elle avec toi que va pouvoir se relancer le récit et qu'ils vont pouvoir partir pour de nouvelles aventures dans les chapitres suivants. C'est donc Pharaon qui lui dit « va », comme Dieu lui avait dit « va » au début du chapitre, et qui prend donc en fait cette place de celui qui lance l'histoire du peuple et l'histoire de ce couple. Alors, on a une deuxième version de cette histoire au chapitre 20 avec Abraham, et on en aura même une troisième avec Isaac au chapitre 26, mais chaque fois les choses changent un peu. Avec Abimélec au chapitre 20, on a une histoire qui est plus ouverte, il y a plus d'accueil, plus de dialogue avec le roi Abimélec qu'on en trouve ici avec l'Égypte et Pharaon, qui est vraiment qualifié comme une terre où on ne peut pas rester, on ne peut pas s'installer. Et il s'agit donc de réfléchir un peu à travers ces textes sur quel rapport on peut avoir à la terre étrangère. Est-ce que la terre étrangère peut être une terre d'accueil, ou est-ce qu'elle n'est que terre de déstructuration de la famille et de l'identité? Deux textes, deux options, et là encore, il reste au lecteur à décider.